Alors bonjour à tous, c'est la troisième vidéo que je fais à propos de ce duel des légendes entre Michael Tal et Bobby Fischer. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Ils ont joué une douzaine de parties, dont 8 furent décisives, avec 4 victoires de Michael Tal et 4 victoires de Bobby Fischer. Même si c'est vrai, les premières confrontations sont à l'avantage de Michael Tal. Il est plus âgé, il a 22 ans et Bobby Fischer n'a que 16 ans seulement, bien qu'il soit double champion des États-Unis quand même à cet âge-là. Et Michael Tal est au sommet de sa forme. D'ailleurs, ces 4 premières confrontations ont lieu toutes dans le même tournoi, le tournoi des candidats en 1959. Il faut savoir que Michael Tal, l'année suivante, il va battre Botvinnik pour le titre de champion du monde. Et Michael Tal deviendra le plus jeune champion du monde d'échecs à l'époque, âgé simplement de 23 ans. Ce record sera battu, ce record de précocité sera battu seulement par Kasparov, lorsque Kasparov deviendra champion du monde à 22 ans. Alors Michael Tal est bien sûr un joueur fascinant et j'ai envie de vous lire une citation de lui. Lorsqu'on joue pour la première fois aux échecs, on est comme un malade en incubation. On se balade sans savoir que l'on est déjà infecté. Mais même si le sujet semble sain, il a attrapé le virus. Et celui-ci est déjà en train de faire son effet. Alors Michael Tal a les blancs et il ouvre avec le pion dame, D4. Cavalier F6 pour contrôler la case E4. C4, le pion de l'aile vient contrôler la case D5. G6, on veut mettre le fou en fianchetto sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Cavalier C3 pour appuyer la poussée E4. Fou G7, E4 et D6. Et nous sommes en présence d'une défense est-indienne. La défense favorite de Bobby Fischer pour lutter contre l'ouverture du pion dame. Alors cette ouverture elle va vous rappeler quelque chose, parce que la première partie que j'ai mise en vidéo pour ce duel des légendes, c'est joué sur la même ouverture. Donc les premiers coups vont être similaires et on verra où sera la bifurcation. Fou E2, petit roc, cavalier F3, les noirs frappent au centre par E5. Alors dans la première vidéo, j'ai expliqué les conséquences de la double prise en E5 et pourquoi les noirs ne redoutaient pas cela. Dans la partie, comme dans la première partie d'ailleurs, Michael Tal va jouer D5, je crois qu'on appelle ça la variante Pétrosian, mais le coup principal c'est plutôt petit roc dans cette position. D5 a été joué, donc il y a une prise d'espace ici. Cavalier D7, fou G5, le clouage, H6 on repousse le fou, fou H4. Et là, le coup principal par les meilleurs joueurs actuels, c'est la poussée G5, pour lutter contre le clouage. Mais dans cette partie, comme dans la première partie, Fischer, il est fidèle à son idée. Il veut jouer dame E8 pour se déclouer, mais il ne veut pas se prendre cavalier B5 qui attaquerait le pion C7 avec les menaces de fourchette tour dame. Donc il va jouer A6 au préalable. Cavalier D2, alors on va comprendre pourquoi le cavalier se retire comme ça. Dame E8, les noirs se sont décloués. Alors, maintenant que les noirs se sont décloués, ils vont chercher à jouer F5, c'est-à-dire que le cavalier F6 va pouvoir bouger et jouer F5, parce que lorsqu'on a une structure de pion bloquée au centre, il faut comprendre que le levier libérateur pour les noirs, c'est F5. Et le levier d'évolution pour les blancs, c'est C5. C'est-à-dire que vous devez repérer le pion de pointe et créer le duo de pointe. Le pion de pointe chez les noirs, c'est E5, donc ils doivent jouer le duo de pointe. C'est par là qu'ils doivent évoluer, c'est par là qu'ils auront l'espace. Et les blancs, leur duo de pointe, c'est D5, donc ils doivent évoluer par C5. Et les deux joueurs vont se préparer à cela. Et donc, comme le cavalier s'est retiré en D2, ça a libéré le fou. Et donc le cavalier noir qui doit se déplacer pour jouer F5, eh bien, il ne pourra pas avoir accès à la case H5, sinon, et bien sûr, il se fera éliminer. Donc, il va devoir reculer en H7. Alors là, c'est aux blancs de jouer. Ils ont fait petit roc, donc cavalier H7, voilà. Et les blancs jouent B4. Vous voyez, ils commencent à appuyer la poussée C5. Par exemple, le cavalier D2 pourrait venir en B3. La tour pourrait être aiguillée sur la colonne C pour appuyer cette poussée C5. Alors là, dans la première partie, Fischer avait joué fou F6. Et dans cette partie-là, Fischer va jouer cavalier G5. Donc c'est là qu'on voit la bifurcation entre les deux parties. Mais vous allez me dire, pourquoi on ne joue pas F5, puisque je vous en parle depuis tout à l'heure. En fait, F5 immédiatement, il y a un problème. Si les noirs jouent F5 immédiatement, il y a un échange en F5. Et il va y avoir fou H5. Et la dame a des problèmes contre les deux fous sur les diagonales. Il va falloir jouer tour F7 et on aura perdu la tour. C'est pour ça que dans la première partie, fou F6 a été joué d'abord. Et dans cette partie, c'est cavalier G5 qui est joué. Et donc là, maintenant, les noirs pourront envisager la poussée F5. Donc les blancs jouent F3. F5 arrive. Le fou repart en F2. Il n'y a plus de clouage sur la diagonale. Et il préfère être en F2 pour appuyer la poussée C5. Dame 7, cavalier, dame et pion luttent contre l'expansion centrale des blancs,
contre le levier C5. Alors les blancs jouent tour C1. Cavalier F6, on voit cette pression maintenant qui arrive sur le pion en E4. Mais C5. Fou D7. La dame vient en C2, sur la colonne C parce qu'elle peut s'ouvrir, ça peut aider, mais surtout à la défense de E4 qui subit la pression. Les noirs jouent cavalier H5, qui vont certainement chercher à rentrer en F4. B5. On voit toute l'activité des blancs à l'aile dame. Les blancs, ils n'ont pas peur de l'échange en B5. Hein, parce que si le pion prend, alors on peut reprendre du fou. Déjà, c'est une bonne chose de proposer l'échange des fous, parce que le fou en E2, le fou de case blanche, il est obstrué par toute cette chaîne de pions sur case blanche. Donc c'est bien pour lui de prendre l'air. Et en cas de fou prend, cavalier prend, on voit que les blancs ont des menaces. Il y a cette pression sur D6 qui peut être renforcée d'ailleurs par l'arrivée du cavalier en C4. Il peut y avoir des ouvertures de colonne C et des pénétrations dans le camp noir à un moment donné. Donc B5, ici. Alors les noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé en E4. Cavalier reprend. Cavalier prend. Mais pion prend a été pris avec la libération du fou qui attaque le cavalier noir, qui donc se dirige en F4. Et C6. Alors Mikhail Tal cherche à ouvrir complètement l'aile dame pour ouvrir les lignes, puisqu'il a plus de pièces dans ce secteur. On a dame, tour, on a le cavalier, on a la paire de fous qui pointe. Donc tout le combat qui peut être mené à l'aile dame va tourner en sa faveur. Alors ici, Bobby Fischer, il ne réagit pas pour l'instant à l'attaque de son fou, il va jouer un coup intermédiaire, il va jouer dame G5. Menace, dame prend G2 mat. Bon, la menace est claire, fou F3 on défend. Maintenant il y a une prise en C6, reprise du pion D, attaque le fou, libère la case D5 peut-être éventuellement pour le cavalier, et ouvre la diagonale. Fou G4. Fou prend, dame prend, ça menace toujours mat en G2, donc fou E3 pour défendre latéralement. Les noirs prennent en B5. Et là, vous comprenez, si le cavalier vient prendre en B5 pour attaquer C7, il y aurait le problème cavalier E2 échec, avec les fourchettes roi, tour. Alors, Mikhail Tal, il se dit qu'il va d'abord éliminer le cavalier. Il va faire fou prend cavalier. Alors, l'inconvénient de cet échange, c'est qu'après la prise, ça libère le fou de case noire, qui était pour l'instant enfermé par le pion E5. Mais finalement, il ne va pas craindre ce fou de case noire, parce qu'après cavalier prend B5, la diagonale noire, c'est certes ouverte, mais il n'y a pas de cible. C'est comme s'il donnait un coup d'épée dans l'eau, en fait, ici. Et le cavalier attaque C7. Si C7 tombe, le pion C6, c'est un pion passé. Alors les noirs vont défendre. Mais ils vont se retrouver dans une défense assez passive. Ils vont jouer tour F7. En réalité, la poussée F3 attire l'œil. Ça aurait été un coup certainement plus critique. Certes, on lâche le pion C7, mais on engage un conflit contre le roi blanc avec ce pion en F3 qui arrive, soutenu par la tour et la dame, et le pion G2 qui est cloué. Mais tour F7 a été choisi par Bobby Fischer, et donc du coup, dame C4, clouage de la tour, on renouvelle les menaces de prendre pion C7. Donc tour C8. Et on voit comment les deux tours sont neutralisées. Et les blancs ont le temps de jouer tour F3 maintenant. Alors, le pion F4 est fixé, le fou G7 n'a pas de cible, les deux tours sont passives, et les blancs disposent d'un pion passé sur la colonne A. Donc c'est pas réjouissant tout ça. Fou E5 a été joué. Tour F1. Roi G7 pour se déclouer de la diagonale. A4, on utilise le pion passé. Tour A8. Maintenant, la tour défend C7, hein, maintenant qu'elle est plus clouée. Et là, les blancs jouent roi H1. Alors les deux tours sont sur la colonne F, le roi se retire du vis-à-vis, c'est-à-dire que le pion G n'est plus cloué, et il pourra aller en G3, avec l'idée que si les noirs prennent, il y a un problème après, évidemment, sur la tour en F7. Alors dame G5 a été joué, G3, tour F8. Et là, prise en F4. Et là, Fischer se trompe. Alors, ça m'intéresse de savoir ce que vous feriez avec les noirs. Est-ce que vous pourriez vous tromper comme Bobby Fischer? Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup que vous joueriez dans cette position avec les noirs. Et après, on va comparer avec le coup de Fischer et avec le coup qu'il aurait fallu jouer. A tout de suite. Alors dans cette position, il ne faut surtout pas prendre de pion F4. Ni avec le fou, ni avec la tour. Alors on va voir pourquoi. En fait, il ne faut pas laisser le cavalier avoir un chemin où il pourrait menacer l'arrivée en E6. Parce qu'un cavalier en E6 attaquerait le roi, la reine, la tour, et même accessoirement le pion C7. Le cavalier en E6, ici, c'est l'Octopus Knight, le cavalier pieuvre, bien sûr. Alors dans la partie, le problème c'est que Bobby Fischer, il a fait fou pour F4. Et donc il a donné la case D4 au cavalier,
qui menace l'arrivée en E6, et ce qui maintenant attaquerait le roi, la dame, le fou, la tour, et même, on l'a dit accessoirement, le pion C7. Un vrai Octopus Knight, là, pour le coup. Donc on va voir ce coup-là, puisque c'est ce qui a été joué dans la partie, mais regardons les autres coups. Si la tour prend en F4, alors le cavalier n'a pas accès à la case D4, parce que le fou pourrait l'éliminer, mais par contre, le cavalier va prendre le pion C7, avec toujours cette menace en E6. Donc il ne faut pas prendre le pion F4, et le meilleur coup aurait été de jouer avec les noirs, le coup Dame G4. Parce qu'après tout, le pion F4 est cloué. S'il prend en F4, il y a les deux tours et la dame qui s'occuperont de la tour en F3. Donc, Dame G4 était préférable. Et fou prend F4 a été joué. Donc, je vous l'ai dit, cavalier D4, et maintenant l'arrivée en E6 fait très mal. Alors, les noirs ont joué Dame H4. Ils ne peuvent pas lutter contre l'arrivée en E6. De toute façon, même s'ils mettent une tour pour lutter pour le contrôle de cette case, cavalier E6 arrivera quand même. C'est protégé par la dame. Donc, Dame H4. Et là, il y a eu tour prend F4. Parce que les blancs, ils peuvent donner la qualité avec cet échange donné, parce qu'il y a toujours cavalier E6 qui récupère avec la fourchette. Donc tour prend F4, cavalier E6 échec. Alors, le roi a été en H8. Et donc là, encore une fois, j'ai envie de vous inviter à réfléchir sur le coup qu'il faudrait jouer dans cette position. Alors tout à l'heure, on a réfléchi pour les noirs, là, il faut réfléchir pour les blancs. Essayez de trouver le coup de Michael Tal. Attention, il peut y avoir des fausses pistes dans cette position. Alors, à tout de suite. Alors, j'espère que vos raisonnements ont été fructueux. Ici, il ne faut pas prendre ni la tour F8 ni la tour F4. On verra que dans la partie, Michael Tal a joué Dame D4 échec. Alors, si on prend la tour en F8, les noirs vont prendre la tour en F1 à faire échec, la dame reprend, les blancs ont bien une pièce de plus, mais le problème c'est dame prend E4 échec, et le roi blanc n'a pas d'abrissure. Et en réalité, les noirs obtiendront le match nul grâce à un système d'échec perpétuel, c'est-à-dire que la dame noire pourra harceler continuellement le roi blanc, sans que la dame blanche puisse rien y faire. Par exemple, imaginons roi G1, dame G4 échec, alors si le roi retourne en H1, on peut revenir en E4, et si la dame s'interpose, Dame D1 échec, la dame revient, mais on peut revenir faire échec, le roi peut repartir là, Dame E4 échec, Dame G2, on peut refaire échec. Vous voyez, il n'y a pas de solution. Ça va faire match nul, parce que les noirs vont sans arrêt harceler le roi, et il n'y aura pas d'évolution de part et d'autre. Donc, dans la position, on a compris que la prise en F8 n'allait pas. Et si on prend en F4, cavalier prend F4, les noirs peuvent prendre, la tour reprend, la dame reprend, et cette position sera égal, match nul. Les deux rois sont faibles d'ailleurs, il y aura des possibilités de perpétuel à tout moment. Donc dans la position, le cavalier pour l'instant reste où il est, et on joue le coup intermédiaire, dame D4 échec. Donc le roi, s'il bouge, c'est dame G7 mat, protégé par le cavalier. Donc il va falloir que les noirs mettent une pièce en F6 pour s'interposer. Et c'est ce qu'ils font avec tour F6. Et maintenant, on prend F4. Ça change tout parce que la tour F6, elle est clouée, elle ne peut pas reprendre. Alors, les noirs se déclouent par roi H7. Maintenant, ils sont prêts à prendre le cavalier, qui est cloué parce qu'il y a la tour F1 derrière. Mais Michael Tal, il joue E5. Il défend latéralement. Et en même temps, il se dit qu'après pion prend, qui a été joué dans la partie, il accède à la case D7. Dame D7 échec. Et là, Bobby Fischer, il abandonne. On va essayer de comprendre pourquoi il abandonne. Alors face à cet échec sur la 7e rangée, il n'y a pas le choix, il faut aller sur la 8e, par exemple en G8. Et là, on vient faire Dame C8 échec. Bon, il y a deux possibilités. Soit le roi revient sur la 7e rangée, en G7 ou en H7. Alors s'il vient en G7, on pourra s'intéresser à cavalier E6 échec, mais s'il vient en H7, il y aura Dame prend C7 échec. Après, le roi il devra retourner sur la 8e rangée, on pourra refaire des échecs, puis libérer le pion C qui pourra avancer, faire une dame. Avec des menaces d'ailleurs de mat. Donc le roi, il n'a certainement pas envie de revenir sur la 7e rangée et de perdre ce pion sur échec. Et la tour peut venir en F8. Mais là, il y avait une combinaison finale. Et Bobby Fischer, dans ses calculs, il l'a vu bien sûr. C'est pour ça qu'il a abandonné. Alors quelle serait cette combinaison finale? C'est la dernière fois que je vous invite à réfléchir. Vous avez les blancs, et là vous avez un coup de tactique. Alors, à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé? Le bon coup ici, c'est Dame prend F8. Sacrifice de dame, sacrifice d'attraction. On attire le roi sur une mauvaise case en F8, et maintenant on peut finir par cavalier prend G6,
Alors il y a un échec à la découverte de la tour qui se découvre, qui se dévoile par le départ du cavalier, et bien sûr la fourchette royale, roi, dame. Donc le roi devra bouger, on prendra la dame, et cette position est bien sûr sans espoir pour les noirs. Voilà pourquoi, après dame D7, échec, Fischer abandonne. Il sait que maintenant, il ne s'en sortira plus. Alors bien sûr, nous voyons pour l'instant beaucoup de défaites de Fischer. Il est dans ses jeunes années, il prend de l'expérience, et bientôt les scores s'inverseront. Au revoir à tous.